Bonjour, c'est Alexandre Jardin, le type qui écrit des romans. Voilà, j'en ai écrit, je ne sais pas combien, mais beaucoup, qui sont lus un peu partout à travers le monde. Et j'ai décidé de faire cette masterclass, et plutôt que de bafouiller 1000 conneries, je vais vous lire le début d'un petit livre que j'ai écrit sur l'écriture, qui est une lettre à une jeune romancière. Puis après, je vais revenir, et tout au long de cette masterclass, il y aura 4 épisodes. De temps en temps, je prendrai mon téléphone, parce que j'ai des notes là-dessus. Je vais essayer de vous parler avec mon cœur, et quand j'oublierai une idée, je plongerai là-dedans. Et écoutez-moi, si vous en avez envie. C'est le début de ce petit livre sur mes secrets d'écrivain. Chère future romancière, chère amie qui a la folie d'écrire. Laisse-moi t'appeler ainsi puisque je tiens en amitié celle qui s'autorise à frapper à la porte de la littérature. Ce toc-toc-là m'émeut. Laisse-moi également te tutoyer puisque nous allons causer en oubliant le bal masqué de la vie sociale. Échappons à cette débilité. Donc je vais également vous tutoyer, je vais faire comme dans le livre. Pourquoi m'adresser à une romancière et non à un romancier? Sans doute parce que je me tourne toujours vers une femme lorsque je noircis du papier. Parler à mon sexe m'inquiète, je l'avoue. Comme si je craignais l'incompréhension, une froideur d'accueil. Mais si vous avez la disgrâce d'être un homme, je vous le pardonne bien volontiers. Donc vous pouvez regarder la masterclass même si vous êtes un homme. Ça vous sera pardonné. Voilà. Personne n'est parfait. Donc, et puis, mes réflexions sur le métier d'écrire, ou plutôt l'artisanat littéraire, restent unisexes. Ma prédilection va vers le roman. Mais les secrets, méthodes et pauvres conseils d'écrivain que je vais vous livrer ici me paraissent valables pour toutes les catégories de textes. Pièces de théâtre, hardis, scénarios de films glaçants, essais brûlants, biographies bombes, bandes dessinées cavalantes, livres pratiques fiévreux, de cuisine addictive, que sais-je encore. Il y a derrière la caméra quelqu'un qui se pose des questions sur les documentaires. C'est aussi valable pour les documentaires. Au fond, il s'agit toujours de raconter une histoire qui change la vie du lecteur, en étant soi plus qu'il n'est permis en société. Un livre réussi, pour moi, ça reste une liberté chapardée. Un banco personnel, une escapade au pays de la sincérité, belle ou malaisante. Un livre qui te change est toujours la rencontre avec quelqu'une, l'auteur qui, l'espace d'un récit courageux, consent à être elle-même par écrit. Cette lettre ne prétend pas, puisque mon livre se présente comme une lettre, ne prétend pas être davantage qu'une aide fraternelle pour te questionner sur ton texte. Ça va être l'objet de cette masterclass. Comment on se questionne sur nos textes? Écrire, c'est s'interroger longtemps sur ce soi qui nous échappe. Que tu le veuilles ou non, tu es ce qui t'inspire. C'est donc faire une grande dépense d'authenticité. Anormale. Partageons nos fièvres, n'ayant pas le plaisir solitaire. Je n'aime pas les plaisirs solitaires. Très jeune, le destin a fait débouler dans ma vie pressée 2 éditeurs d'exception tendres, fantaisistes et démentiellement libres. Françoise Verny a illuminé mes 20 ans. C'était une femme qui pesait 100 kilos, qui était alcoolique, qui avait une tête de dinosaure et que j'aimais avec passion. Et Jean-Paul Antoven dit Dizzy, parce qu'en anglais ça veut dire bizarre, ma quarantaine. Ces deux-là m'ont fait gagner des années. Et je vais vous confier ce que j'ai appris dans cette masterclass, ce que j'ai appris avec ces 2 monstres. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer de tels accélérateurs talentueux. En lisant cette lettre, tu accéderas au murmure de leurs conseils qui ont galvanisé mon imagination. Grâce soit rendue à leur folle générosité, mes 25 premiers ouvrages doivent beaucoup à leur intérêt joyeux pour mes rêves naissants. Les 25 prochains garderont leur empreinte. C'est une telle chance de tomber sur 2 monstres que je vais essayer de condenser dans cette masterclass ce qu'ils m'ont transmis. Un beau jour que je circulais sur les rives du fleuve Saint-Laurent, on me proposa, au Québec, on me proposa de donner une classe de maître, comme on dit là-bas, dans une bibliothèque de la ville de Québec. La formule a de quoi faire sourire, maître de quoi? Me suis-je alors demandé, hâtivement, avant de m'exécuter avec vanité, ce que je suis en train de faire, une dépense de vanité, j'ai rassemblé quelques notes. Elles inspirent la lettre prétentieuse que tu tiens entre tes mains, et la conférence prétentieuse que je vous donne. Puis, lorsque les libraires de Cultura se lancèrent dans la création d'un immense atelier d'écriture aux 4 coins de notre pays, c'est en cours,
Je les ai relus et mis en forme pour plus de commodité, avec le rêve de faire parvenir jusqu'à toi l'intelligence de Dizzy et les grognements de vernis qui, dans les vapeurs d'un éthylisme inspiré, m'appelaient chérie. Elle était bourrée à partir de 18h. Mais souvent, les grands éditeurs débordent d'eux-mêmes. Si tu veux assurer ta tranquillité, referme tout de suite cette missive. Et arrêtez tout de suite de me regarder. Devenir soi en écrivant doit rester un risque majeur. Une façon efficace de se fâcher avec son entourage ou ses ex. Un inconfort revigorant mais radical qui, normalement, devrait vous fâcher avec votre famille. Tout écrivain accompli est un emmerdeur, un dynamiteur de sérénité publique, un poseur de bombes familiales. Avec une assurance ridicule dont je me croyais dépourvu, je vais d'abord te détailler 21 conseils d'artisans au cours de ces 4 conférences, puis 7 méthodes pour écrire mieux ou disons moins mal. Enfin, bombé d'orgueil grotesque, je te livrerai quelques conseils pour non pas pour écrire, mais devenir écrivain. Ce qui n'a rien à voir. Ça sera la 4e conférence. J'entends par là que l'on refonde son être en inscrivant à jamais en soi le réflexe vital de ne pas laisser au monde réel le dernier mot. Sa bêtise infinie ne peut être vaincue que par les livres qui soutiennent une époque. C'est ce que je pense. Les livres, les documentaires, les films, les bandes dessinées. Écrire n'est pas un verbe qui modifie une page blanche. Écrire modifie ton être, et parfois le fait accoucher de lui-même en changeant le monde. On est d'abord d'une femme, puis parfois de son clavier. J'écris sur un ordinateur qui est là. Un bon livre arrache l'écorce de soi. Si en terminant cette lettre et cette conférence, qui est de la température, elle ne te semble d'aucune utilité et l'intelligence de la brûler. Et vous pouvez tout de suite partir. Et oublie vite mes élucubrations de plumitif un peu crâneux. Je l'assume car tout texte qui tient ses promesses est un acte d'orgueil. Pour écrire, parie sur tes défauts. Peut-être que ça s'appelle le courage. Alors on va commencer. Et on va commencer par le premier vrai conseil. Quand, où et comment écrire? Il y a plein de gens qui disent « Qu'est-ce que je fais? Je m'installe à la campagne, je pars en vacances, je bloque 3 semaines, je pense que ce sont des questions crétines, qui n'ont qu'un seul objet, c'est de différer le moment où on se jette dans l'eau. Et comme on est tous un peu couards, un peu lâches à l'idée de s'affronter réellement, on a tendance à mettre ce genre de questions en avant. Pour moi, il est essentiel que l'écriture soit absolument mêlée à votre vie, qu'elle soit nourrie de vos inconforts. Je crois que quand on écrit, il faut devenir le livre. Donc il ne faut rien différer, il faut écrire tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous terminez la conférence, vous vous jetez sur votre ordinateur et vous prenez des notes tout le temps. Il faut devenir écriture. Votre femme vous quitte, vous en profitez. On vous licencie, vous êtes en colère, vous êtes dans la merde, vous en profitez. Ne cherchez pas la sérénité. C'est pas un club de gens zen, les gens qui écrivent. Pour moi, écrire, c'est s'exposer. C'est tirer profit au maximum de la plaque photographique ultra sensible que tu es. Ou plutôt que tu aimerais être. Fais corps avec ton écriture. Écris sur un ordinateur, l'application d'un téléphone, un mur de prison ou un cahier, ça n'a aucune importance si tu es présent dans ton style. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une maison à la campagne pour aller écrire. On peut écrire dans le métro, on peut... Et puis, tout ce qui va retarder l'heure du courage, parce qu'il faut énormément de courage pour s'exposer dans un livre, pour exposer son point de vue, le plus radicalement possible. Ça relève de la lâcheté. Donc, je crois profondément que l'écriture, ça a à voir avec le courage. Parce que l'affirmation puissante de son point de vue, c'est plus inconfortable que... Donc écrivez ici et maintenant. Tout le reste n'est que littérature. Le deuxième secret, c'est que je vous recommande de choisir la liberté que vous allez vous donner. Quand tu écris, de quoi te donnes-tu le droit? Quelle liberté t'accordes-tu? Pour moi, c'est une question absolument essentielle.
en quoi vous allez être plus libre en écrivant le livre que vous voulez écrire que si vous cessez de l'écrire. Pour moi, il s'agit d'agrandir la liberté des femmes et des hommes. Ce qui n'a rien à voir donc, avec un acte anodin. Pour moi, l'horreur, c'est d'écrire un livre où on ne se donne pas le droit de quelque chose d'important. Moi, j'ai été très formé, en plus de mes éditeurs, par mon père, qui est mort lorsque j'avais 15 ans. Et il a écrit plus de 100 films, et il a écrit toute une série de livres assez importants, Pascal Jardin, il s'appelle. Et cet homme vivait sans la peur. On a tous des peurs, lui n'y obéissait pas. Donc, enfant, j'ai très vite compris qu'un écrivain, le seul que j'avais sous la main, c'était papa, c'était un type qui courait des risques. Quand il arrivait dans un dîner et que s'il tombait amoureux de la maîtresse de maison, il ne se taisait pas. Il allait voir le mari et il lui disait qu'il allait tout faire pour lui prendre sa femme. Et il lui disait à table, comme ça, avant la fin du repas. Donc il créait immédiatement une situation romanesque, et la dame qui n'y avait pas forcément pensé, tout à coup, se demandait ce qui lui arrivait. Mais je voyais qu'il disait des choses comme ça, qui le faisaient entrer dans le risque d'exister. Il ne se tenait jamais tranquille. Et je vous dis ça parce que vous avez peut-être des parents qui sont un peu plus tranquilles, un peu plus garrottés, un peu plus retenus, avec un surmoi. Moi, j'ai eu cette chance d'accéder à cet homme, jusqu'à l'âge de 15 ans, qui m'a montré qu'on pouvait vivre comme ça. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis dit que je pouvais écrire comme ça, que l'écriture pouvait être une prise de risque. Et j'aimerais que vous ayez cette audace, cette liberté. Alors, referme vite ces pages téméraires, rebouche ton stylo et continue à jouer des rôles rassurants si tu ne veux courir aucun risque. Pourquoi? Parce que sinon, brûle ce petit livre, qui t'entraînera là où tu ne veux pas aller, dans un pays sans barreaux pour la psyché. C'est ça, la littérature. C'est un pays sans barreaux. Et si tu es prêt à aller explorer tout ce qu'il peut y avoir d'inconfortable en toi, tout ce qu'il peut y avoir de non politiquement correct, radicalement toi, vas-y. Mais quel risque vas-tu prendre? Parce que pour moi, le roman est oui, ce que j'avais écrit dans mon petit... Je suis convaincu qu'en matière d'idées, il faut avoir le courage de la nuance. Mais pas dans un roman. Il faut avoir l'intelligence d'être entier. Pour moi, le roman est le lieu du cœur, pas de l'intellect. Et quand mon père est mort à 15 ans, moi, je me suis donné le droit de corriger radicalement la réalité. C'est-à-dire que j'ai pris un bic, une rame de papier, et je me suis mis à corriger la réalité. Je suis entré en insurrection contre la réalité. Alors, mes insurrections ont été assez différentes. Mais j'ai toujours fait ça. J'ai écrit un roman qui s'appelle L'île des gauchers, par exemple, qui raconte une société à l'envers qui marche à l'endroit. C'est une société dans laquelle l'amour fonctionne, l'amour réussit. Tout le monde sait très bien que ça ne marche pas, globalement ici-bas. Sauf moi dans ma vie aujourd'hui. Mais en général, on galère. Eh bien, c'est quelque chose qui m'a toujours été totalement insupportable. Donc dans mon île des gauchers, je conteste le monde. J'ai créé une société qui conteste le monde. Donc posez-vous vraiment 2 questions fondamentales. Si j'arrête d'écrire ce livre qui me tient éveillé la nuit, ma vie est-elle encore supportable? Et si je publie ce livre, serais-je une femme plus remplie de vie? C'est pas évident. Je vous souhaite vraiment de faire ça. Mon 3e secret d'écrivain, c'est très très simple. N'écris que ce que tu es la seule au monde à pouvoir écrire. Affirme la radicalité de ton regard, la singularité de tes opinions. Ne creuse que tes sillons. N'écris rien d'autre. Même si tu pourrais rédiger bien des choses, on n'a pas le droit de gâcher son être lorsqu'on écrit. Et tu es la seule personne sur le globe à pouvoir faire exister ton regard, faire retentir ta voix singulière.
ta puissante vérité. Et pour moi, c'est ça qui légitime un livre. C'est l'affirmation absolue de son point de vue. Un livre ou une BD. Pensez à Goscinny. Voilà un fou qui tout à coup va nous expliquer que les Gaulois, ça se passait avec des menhirs et des gars qui foutaient des baffes aux légionnaires romains et qui se battaient avec des poissons. Ça ne tient pas. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Et ce qui est tellement puissant, c'est qu'il l'affirme, il dit que c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde, en France, imagine les Gaulois comme ça. Alors que vous reconnaissez que ça n'a qu'un très lointain rapport avec la réalité. Et il fait pareil avec Lucky Luke. Où vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a des Dalton et des Rantanplan. Ça n'existe pas. Il est radicalement dans son point de vue. Ça n'a aucun rapport avec les États-Unis. C'est son point de vue. Et je pense que tout grand auteur pense que le réel est ce qu'il voit sous sa voûte crânienne. Et il l'affirme. Il ou elle auto-légitime son regard en noircissant des pages. Je te raconte tout ça parce que tu t'interroges sans doute sur ta pauvre légitimité pour écrire et publier ton livre. Eh bien justement, écris ton livre. Radicalement. Ne transige sur rien. Parce que c'est ça qui va donner sa légitimité à ton livre. Et affirme-le à tout risque. Un jour, quelqu'un m'a envoyé par la poste un début de roman que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Et puis la fille a disparu. Cette fille racontait ses débuts dans la prostitution à Paris à l'âge de 15 ans. Donc tout à coup, on tombait dans le sordide. Je me suis dit, c'est Zola. Et la première scène était extraordinaire. Parce que la fille racontait sa première pipe. Elle a 15 ans. Elle a menti au client. Et elle n'a qu'une obsession. Et le premier chapitre démarre là-dessus. Être à la hauteur. Alors moi, je m'attendais à une dénonciation, pas du tout. Elle écrit sa scène en expliquant qu'elle espère regagner une confiance en elle en étant à la hauteur avec son client. Et son point de vue est affirmé, elle se fout du politiquement correct, elle est dans son obsession, dans son regard. À ce moment-là, le chapitre est puissant. Parce qu'elle est la seule au monde à avoir ce point de vue sur une scène pareille. Moi, je n'avais pas ce point de vue, personne au monde n'a ce point de vue. Elle, c'était comment regagner de l'estime de moi. Et malheureusement, la fille a disparu. Si elle voit ça, qu'elle me recontacte. Parce que c'était un début foudroyant d'affirmation. Donc, affirmez votre point de vue. Si vous écrivez un western, affirmez fondamentalement votre point de vue. Un livre de science-fiction, affirmez votre point de vue. Ce que vous pensez pour de vrai. Soyez radicalement vous. As-tu bien lu? J'ai écrit radicalement. J'entends que ton récit doit être vu par toi et toi seul, à travers le filtre de ta cervelle. Il faut être extrêmement soi. Même si on écrit sur quelque chose qui n'a rien à voir avec soi. Le point de vue doit être extrêmement soi. Quand j'ai commencé à publier, j'étais très jeune, mon troisième roman s'appelle Fanfan. C'est l'histoire d'un type, j'ai 25 ans, et c'est l'histoire d'un type qui fait une cour à une fille sans jamais l'embrasser. Il la rend folle. Il ne veut vivre que le meilleur de l'amour, il est convaincu que le meilleur de l'amour est dans les préludes. Et à un moment, il décide de vivre avec elle, sans qu'elle le sache. Et il installe un miroir sans teint derrière le miroir du studio de Fanfan. Il construit le même décor, il se met à coucher avec elle sans qu'elle le sache. Et lorsque j'ai adapté ça au cinéma, je me souviens que quand Sophie Marceau est rentrée dans le décor, elle a regardé le truc, elle me dit « T'es quand même un gros pervers. T'es quand même un gros voyeur. » Et je lui dis « Non, ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que ce type est habité par une pureté. Et si vous voyez le film, vous verrez qu'il n'y a rien de voyeur. Ce sont des scènes d'une gaieté lorsqu'il danse de part et d'autre du miroir, parce que mon point de vue, c'était ça. Et donc, quoi qu'ait pu dire Sophie, qui jouait pourtant la scène, j'ai affirmé mon point de vue. Et je l'ai tellement affirmé que quand j'ai déposé le manuscrit sur le bureau de mon éditeur de l'époque, qui s'appelait Charles-Henri Flammarion, qui possédait les éditions Flammarion, il m'a fait venir dans le bureau et j'ai senti très mal à l'aise. Et il m'a dit
qui ça va bien pouvoir intéresser. Est-ce que vous connaissez des jeunes gens qui se conduisent comme ça? Il n'y a pas beaucoup de rap. Non, il avait signé avec un jeune auteur, il pensait qu'il y aurait du rap. Et je lui ai dit, probablement personne, vous avez peut-être raison, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je suis hanté par cette pureté-là. Et le mec me dit, mais vous êtes peut-être le seul. Je lui dis, peut-être. Le bouquin était un triomphe. Et on a fait un film avec des stars. Mais au départ, forcément, vous êtes en face de quelqu'un qui se dit, mais ce mec est un illuminé. Et à la fin du XXe siècle, qui veut faire une cour éternelle sans embrasser? Ben, personne. Ben si. Parce qu'il y avait un archétype puissant derrière ça. On va y revenir un peu plus tard. Oui, à cette date-là, je devais être probablement le seul auteur français à penser que l'amour, c'était ça. Hein. Puisqu'on ne se bousculait pas, et d'ailleurs la presse m'essorait, s'est foutu de ma gueule, truc, mais je m'en foutais. C'était comme ça. J'étais peut-être le seul à rêver comme ça. Et j'ai compris aussi l'absolue nécessité d'affirmer son point de vue un jour où j'avais rendez-vous avec Verny, qui dirigeait les éditions Gallimard à ce moment-là, dans un troquet où elle était bourrée. Et bien, à partir de 18h, elle buvait un litre de scotch, à partir de 18h. Et elle m'a dit, chérie, je viens de passer l'après-midi avec Barbara Cartland, l'impératrice, c'est l'impératrice de la romance. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as foutu avec Barbara Cartland? Tu veux la faire signer à Gallimard? Elle m'a dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, je voulais comprendre pourquoi elle vend des centaines de millions d'exemplaires et pourquoi tous ses imitateurs en vendent 5 ou 10%. Elle me dit, j'ai compris, chérie. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as compris? Elle me dit, c'est une folle. Elle a passé toute l'après-midi à m'expliquer que l'alpha et l'oméga de la vie, c'est d'être une infirmière qui se fait tringler par un chirurgien. Et elle me dit, nous, on sourit, elle pas. Elle est folle. C'est-à-dire qu'elle est dans sa folie, elle est dans son point de vue. Et au fond, Barbara Cartland est arrivée à l'aboutissement de sa vision, puisqu'elle était dans sa folie. Et elle n'a jamais écrit que sur ses obsessions. Et donc, affirmez vos obsessions, même si on se fout de votre gueule, soyez radicalement vous-même, et je pense que Verny avait raison. Et puis, un dernier conseil, et puis pour terminer cette première masterclass, la suite sera dans la deuxième masterclass, le deuxième épisode. Trouve un ami éditeur pour accompagner tes tribulations littéraires. Trouve quelqu'un qui va relire ton texte et demande-lui la chose suivante. Parce qu'à un moment, on se perd. On ne peut que se perdre. Parce qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on a écrit. Il faut qu'il y ait un regard tiers. Si vous n'avez pas d'éditeur, demandez à quelqu'un qui vous aime. Et quelqu'un à qui vous allez dire la chose suivante. Fais-moi parler de mon livre et lis le texte et dis-moi si c'est déjà sur le papier. Premièrement. Si ton point de vue a été respecté, ne lui demande pas son avis sur ton texte. Un bon éditeur n'est pas quelqu'un qui donne son avis, c'est quelqu'un qui vous pousse vers vous-même et qui vérifie que ce que vous racontez, ce dont vous rêvez, est vraiment sur le papier. Et Verny faisait quelque chose d'assez génial lorsque je lui remettais les manuscrits. Elle prenait un gros feutre rouge, elle entourait des passages du Zèbre, de l'île des Gauchers, ou peu importe, et elle me disait, il avait toujours marqué, est-ce que c'est de toi? Au fond, est-ce que c'était vraiment mon regard? Et je me souviens, elle faisait pareil avec Sagan, elle faisait pareil avec tous les auteurs qu'elle faisait travailler, avec Kefelec, tous les auteurs qu'elle faisait travailler à ce moment-là. Elle nous poussait vers nous. Donc, trouve quelqu'un dans ton entourage, dis-lui, tu vas me relire, aie cette générosité, mais ne me donne pas ton point de vue. Fais-moi cracher le mien, et dis-moi si c'est déjà sur le papier, ou si je me raconte des histoires, ou si j'ai dérivé. Cultura, la culture avec un grand A.